si on peut débuter, si on veut avoir un lunch décent, donc on va débuter maintenant. Donc, Jacques Bergeron, je suis l'ancien vérificateur général de la Ville de Montréal. Donc, maintenant, associé à la firme Conseil GSR en sécurité de l'information, en relève de l'information. Donc, j'ai passé la plupart de mon expérience justement dans la gestion des risques informatiques, et risques reliés à l'information comme tel. Et j'ai passé 7 ans, une merveilleuse expérience comme vérificateur général de la Ville de Montréal. Donc, l'agenda comme tel, donc je vais présenter dans le fond le bureau du vérificateur général de la Ville de Montréal qui ressemble beaucoup à la même mission que le VG du Québec comme tel. C'est pratiquement les mêmes activités. Et l'élément bien important, on est encadré par une loi. Donc, nous, on a une loi qui est la loi des Cités et Villes. Le vérificateur général du Québec a sa propre loi comme telle. Par contre, les articles de loi se ressemblent beaucoup, donc en termes de protection du VG. Donc, j'ai pris un angle plus particulier au niveau de la sécurité de l'information pour montrer le programme qu'on a élaboré à la Ville de Montréal, donc au niveau du bureau du VG, sur comment on approche effectivement l'audit de la sécurité des systèmes d'information pour donner une plus-value et effectivement donner un message clair aux entités sur l'importance de la sécurité comme telle. Je vais parler également aussi des programmes qu'on a implantés au niveau des techniques de vérification automatisée et parler également de plusieurs mandats qu'on a réalisés pour détecter la collusion et la corruption. Et peut-être les gens se souviennent qu'on a vécu 7 ans assez houleuse à Montréal. Donc, on a effectivement fait beaucoup de mandats sur la détection d'une possible collusion ou corruption à la Ville et d'autres mandats d'intérêt qu'on a réalisés. Donc, le VG de la Ville de Montréal, comme le VG du Québec, qui est nommé pour un mandat de 7 ans. Donc, au VG du Québec, c'est 10 ans, mais pour les VG de municipalité, c'est 7 ans. Et le VG est nommé par les 2/3 des votes et peut être destitué par les 2/3 des votes du conseil municipal. Le VG, comme le VG du Québec, a trois missions importantes. La vérification financière, la vérification de conformité, et également aussi de gestion comme telle, et la vérification de la conformité également. Donc, vous avez 3 grandes missions qui sont octroyées au vérificateur général qui doit réaliser. Le pouvoir, donc on a un droit d'accès aux actifs informationnels de la Ville et des entités qui sont sous son contrôle, là, comme la STM, la SHDM, Pacte Jean Drapeau et 18 constituantes, dans le fond, qui sont contrôlées par la Ville. Droit d'exiger de tous employés de la Ville des renseignements jugés nécessaires. Par contre, on n'a pas un pouvoir de contraindre, comme l'inspecteur général, qui a été nommé il y a 4 ans, je pense, qui a un pouvoir de contrainte au niveau des employés, mais également aussi au niveau des fournisseurs. On n'a pas ce pouvoir-là comme tel. Le VG du Québec a ce pouvoir-là. Je ne sais pas s'il l'a exercé récemment, mais il y a un pouvoir effectivement de contraindre. On n'a pas ce pouvoir-là au niveau des municipalités, mais quand même, on peut quand même faire beaucoup de travail sans ce pouvoir-là. Donc, on a un statut vraiment où on relève du conseil municipal. La nomination, on a parlé, donc destitution par le 2/3 des voix du conseil municipal. Travaux de vérification, on est libre de nos missions de vérification, du choix des missions de vérification. On a toute liberté au niveau du contenu des rapports et on a effectivement une gestion pleine et entière des ressources du VG, donc à l'interne. Un élément bien important ici qu'il faut comprendre dans le contexte, c'est que les rapports sont publics. Alors, tous rapports qui sont défavorables, par exemple, à une entité ou par exemple à une direction, évidemment, le rapport il est public. Alors donc, ça donne lieu souvent à des négociations, pas des négociations, mais des validations assez intenses avec les entités, qui peuvent durer même une journée, plusieurs jours également, pour choisir le bon mot. C'est-à-dire, autrement dit, le contenu ne change pas, mais des fois, on peut adoucir peut-être certains éléments, changer un mot, changer une phrase, pour essayer de ne pas irriter nécessairement ou ne pas mettre au mur une entité ou une direction. Donc, les ressources, au niveau du VG, on a une ressource, on est le plus gros bureau au Québec au niveau des VG municipaux.
Donc, on a 35 personnes et un budget de 6 millions de dollars pour gérer, dans le fond, l'ensemble des activités. Alors donc, le VG de la Ville de Montréal vérifie la Ville de Montréal, donc vérifie la Ville de Montréal au niveau des états financiers de la Ville de Montréal, mais vérifie également aussi 18 organismes, autant au niveau des états financiers qu'au niveau de la gestion de la Ville de Montréal et des organismes qui sont contrôlés par la Ville. Alors donc, si on regarde notre approche, quand je suis arrivé, on n'avait pas effectivement d'approche au niveau de la sécurité de l'information. C'est un des éléments effectivement, on va voir tantôt, qu'on couvre beaucoup, on couvre large au niveau de la gestion d'une ville, la gestion des organismes contrôlés par la ville. Vous comprenez qu'une ville, on est très, très près des citoyens. Donc, on est près des services de proximité. Donc, on parle du service de l'eau, service de police, service d'incendie et autres types de services qui sont vraiment rattachés. Donc, les déchets, le déneigement. Donc, on est très, 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 très près de la préoccupation des citoyens. Donc, on couvre très large. Et là, la mission, elle devient très, 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 très forte comme telle. Et au niveau de la sécurité de l'information, on vient d'en parler, on a effectivement la sécurité au niveau des usines d'eau, la sécurité au niveau du service de police, au niveau des services d'incendie, donc des services qui sont considérés comme étant essentiels. Et on ne peut pas se permettre effectivement d'avoir une intrusion au service de police. On ne peut pas se permettre d'avoir une panne au niveau du service 911, une panne au niveau, par exemple, des appels d'incendie. Donc, il y a des enjeux bien importants. Donc, on a effectivement développé un plan d'analyse de risque. Et 3 dimensions, évidemment, c'est les 3 dimensions qui sont normalement considérées en sécurité: la disponibilité de l'information, l'intégrité, s'assurer que l'information demeure fiable, demeure intègre, et s'assurer effectivement que l'information demeure confidentielle, surtout des informations qui sont hautement privilégiées, donc entre autres ce qui est manipulé au niveau par exemple, de services de police. Donc, 3 normes, on utilise plusieurs normes pour bâtir notre programme d'audit sur 3 ans. Par contre, on a démarré vraiment avec une approche par les résultats. C'est-à-dire que là, quelque part, si on fait une audit de sécurité de l'information, on peut partir du haut vers le bas. C'est-à-dire, on va partir du haut, on va dire, est-ce que vous avez une politique de sécurité, est-ce que vous avez des normes de sécurité, est-ce que vous avez des procédures de sécurité? Bien, il vous manque telle norme de sécurité, il vous manque telle procédure de sécurité. Et là, ça devient, on pourrait dire, très ennuyeux et ça amène souvent peu de plus-value à court terme. Ce qu'il faut vraiment, c'est, entre guillemets, shaker l'organisation, shaker la direction avec des exemples très concrets. Donc, nous, on est parti du bas vers le haut. C'est-à-dire, on a élaboré un programme vraiment de tests d'intrusion informatique, tests d'intrusion physique également, pour démontrer qu'il y avait des failles et pour, effectivement, le faire réaliser qu'il leur manquait, effectivement, des politiques, des normes, des procédures. Donc, en leur donnant, effectivement, déjà une idée, une saveur qu'il y a des problèmes de sécurité réels et concrets, et en identifiant, effectivement, les causes de ces problèmes-là très concrets, on amenait, effectivement, des recommandations de plus haut niveau. Et on pouvait, effectivement, redescendre avec « il vous manque telle politique, telle norme, telle procédure, etc. » Donc, on a fait, la première activité que j'ai faite à la Ville de Montréal avec les gens, c'est effectivement de faire des tests d'intrusion à l'interne et à l'externe. Donc, à l'externe, ça a permis effectivement de voir effectivement est-ce que le périmètre externe il est protégé suffisamment. Donc, on était vraiment à l'externe. Donc, on faisait des tests d'intrusion sans connaître nécessairement les systèmes d'information qui étaient dans le réseau interne de la ville. Donc, on passait vraiment comme un hacker, comme vraiment un vrai pirate informatique. Et des tests d'intrusion internes. Donc, lorsqu'on pouvait effectivement entrer dans le réseau de la ville ou d'une entité quelconque, on pouvait effectivement se faire passer pour un employé et escalader, dans le fond, nos privilèges jusqu'à un niveau administrateur. Bon, rapidement, et si vous voulez la présentation, j'ai mes courriels. Mon courriel est en bas de la première page, donc si vous voulez avoir la présentation sans problème, envoyez-moi un courriel et je vous retournerai le PowerPoint sans problème. Donc, ce qu'on
c'est très théorique, je ne vais pas en détail. Donc, vous avez une approche à l'aveugle, une approche à la connaissance, une approche limitée, Grey Box. On a pris effectivement la dernière approche ici en bas. Donc, ce qu'on a fait, on a commencé par l'externe. Et voyez-vous, un exemple, les 2 dernières attaques qu'on a vues, WannaCry et la dernière récemment, je ne sais pas c'est quoi le nom je ne sais plus le nom du virus. C'est une attaque vraiment, premièrement, par hameçonnage. Donc, souvent, ça commence comme ça. Alors, donc, tout ce qu'on a fait vraiment, on l'a fait avec certains services très, 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 très sensibles à la ville. Premièrement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé sur Facebook, etc. On a fait vraiment, on pourrait dire, une cartographie vraiment des employés, des directeurs, des directions. Et on a découvert, par exemple, qu'un des services, un employé, un directeur, allait souvent à une conférence à chaque année. Et on a créé un faux courriel avec un PDF qui était un virus. Et on a envoyé ça à l'employé en disant, bien, voici maintenant le programme de la nouvelle conférence pour cette année. Veuillez cliquer sur le PDF suivant. Effectivement, hameçonnage. Effectivement, on a pris le contrôle de son ordinateur avec cette technique-là, très, très simple à utiliser. Attaque externe, donc on a effectivement des attaques externes. On a réalisé des attaques en simulant effectivement certains systèmes. On a simulé vraiment en regardant effectivement qu'il y avait des portes qui étaient ouvertes. Et pour un des systèmes critiques, et ça a été une catastrophe, je peux vous dire, ça a duré quelques jours, c'est une crise totale. Pour un des systèmes critiques de la ville, vous n'aurez pas lequel évidemment, on a fait planter le système, parce que le système n'était pas à jour. Le système manquait effectivement les différentes mises à jour. Et c'est un système critique. Hein? C'est un système qui ne peut pas être en panne. Il a été en panne pendant 4 heures. La crise a duré plusieurs jours parce qu'effectivement, on nous a remis sur le dos en disant c'est votre faute. Le système est tombé en panne, alors que c'était le système lui-même qui était fragile et avec aucune relève informatique. Et des tests d'intrusion interne qu'on a fait, effectivement, en prenant le contrôle et en ayant, effectivement, le privilège administrateur. Alors, bref, tout ça pour vous montrer que ce qu'on a voulu faire en faisant ces 3 types de tests-là ici, c'est d'amener une plus-value en disant, bien, vous êtes vulnérable. Et vous êtes vulnérable pourquoi? Parce qu'il vous manque, effectivement, certaines normes de sécurité, plusieurs procédures de sécurité, vous n'avez pas mis à jour vos systèmes, etc. Mais la plus-value, elle est là. Elle est directement reliée à ces activités-là. Donc, pour une approche de sécurité, ce que je préconise, ce qu'on a préconisé durant notre mandat, c'est une approche vraiment plus-value, une approche où on va effectivement donner effectivement on pourrait dire un avertissement à la direction qu'il y a un problème réel de sécurité de l'information. Bon, je ne vais pas en détail, donc on a effectivement fait un déchiffrement des mots de passe, etc. Sécurité sans fil également, on a fait plusieurs travaux à ce niveau-là. Et un enjeu qu'on a regardé, qui n'est souvent pas regardé, parce que ça fait partie également de la sécurité de l'information, c'est tout ce qui s'appelle plan de relève informatique et continuité des affaires. Donc, encore là, ici, si on regarde les différentes activités d'une ville, puis également poussé pour la STM, par exemple, par exemple, la centrale du métro, si elle tombe en panne aujourd'hui, s'il arrive une bombe qui tombe sur la centrale du métro, je ne vous dirai pas elle est où, ça prend combien de temps, d'après vous, pour relever la centrale? Vous comprenez que le métro fonctionne automatiquement. Donc, c'est un programme automatisé. Quand le métro démarre, le métro arrête, le conducteur, lui, tout ce qu'il fait, c'est qu'il rouvre les portes, ferme les portes. Tout le reste est contrôlé par un programme informatique. Donc, l'élément clé là-dedans, c'est qu'il y a une centrale centralisée du métro, une commande centralisée du métro qu'on appelle. Et cette commande-là, elle est située quelque part à Montréal. Mais si, par exemple, il arrive un acte terroriste sur la commande centralisée du métro, ça va prendre 1 an
pour reconstruire la commande centralisée du métro. Et la commande centralisée du métro n'a pas de copie de sauvegarde, n'a pas de backup. Il n'y a pas de journaliste ici, j'espère. Il n'y a pas de plan de relève immédiat. Il y a la vieille centrale qui existe, c'est une nouvelle centrale. Il y a une vieille centrale qui existe. De l'autre côté de la rue, alors, comprenez, déjà là, on est en problème, si c'est un problème sectoriel. Mais ça va prendre, si par exemple, c'est vraiment un problème sectoriel, donc c'est une bombe qui a affecté la centrale du métro actuelle, plus la vieille centrale du métro qui pourrait être un backup potentiel, ça va prendre 1 an à reconstruire. Donc, 1 an sans métro à Montréal, d'après vous, c'est une catastrophe. Vous comprenez ça? Alors donc, vous comprenez que c'est ce genre d'éléments-là qu'il faut regarder comme vérificateur, de voir est-ce qu'il y a des mesures de mitigation. Premièrement, est-ce qu'il y a des mesures de protection de la salle comme telle? On a-tu mis une affiche centrale du métro au coin de la rue ou c'est vraiment relativement confidentiel? Et deuxièmement, est-ce qu'il y a des mesures de mitigation en cas de panne totale de la commande centralisée du métro? Donc, on parle du métro, on parle également de la police, on parle de la sécurité incendie. L'usine, le service d'eau, qui est un service essentiel. Donc, si par exemple, il y a une panne ou il y a plusieurs pannes au niveau des usines d'eau, c'est une catastrophe. Montréal n'a plus d'eau potable. Et ça peut durer 1 journée, 2 journées, quelques journées. Donc, ce qu'on a regardé, effectivement, c'est le plan de relève informatique, donc qui touche vraiment l'infrastructure informatique. Et on a également regardé aussi le plan de continuité des affaires. Donc, autrement dit, si c'est vraiment une unité d'affaires qui disparaît ou qui n'est pas accessible, ou qui n'est pas opérationnel, c'est quoi les mesures de mitigation comme telles? Alors donc, l'audit, c'est au niveau des technologies, a porté sur la gouvernance. C'est vraiment plus notre plan de vérification qu'on voit ici. Donc, l'encadrement, structure d'incident majeur, analyse de risque. Analyse de risque pour voir effectivement, est-ce qu'on a effectivement regardé quels sont les risques d'environnement pour mettre en place des mesures de mitigation sans avoir un plan de relève formel. Analyse d'impact. Donc, effectivement, si l'événement survient, c'est quoi les impacts? Est-ce que la ville ou les organismes ont prévu effectivement ce genre d'analyse-là? Est-ce qu'ils ont fait l'analyse comme telle? Vous comprenez ici que nous, on ne fait pas l'analyse, mais on est vérificateur. Donc, on regarde la documentation qui a été produite, produite par l'entité, et voir effectivement ce qu'il y a une analyse d'impact qui a été effectuée. Et là, on regarde effectivement, après ça, est-ce qu'effectivement, il y a un plan de relève, plan de procédure de relève, plan de formation en relève, programme d'exercice de relève, et effectivement, le programme de mise à jour. C'est effectivement les 7 grandes recettes qu'on a au niveau d'un plan de relève informatique. Alors donc, les constats troublants, ça c'est public, c'était dans mon rapport 2013, excusez-moi. Donc, c'est public, je peux vous le mentionner. Mais pour le 911, effectivement, sont relativement blindés, on espère. Pour les autres services, par exemple, comme l'usine d'eau, il n'y a pas de plan de relève TI. Donc, autrement dit, s'il y a une panne informatique qui touche les systèmes d'usine d'eau, et les systèmes d'usine d'eau, c'est des systèmes SCADA, on appelle SCADA. Donc, c'est des systèmes automatisés. Et si vous regardez tout ce qui s'est fait en termes de piratage informatique depuis quelques années, on s'intéresse beaucoup à ça, au système SCADA. En 2010, un virus qui a été développé par le FBI, par la NSA, a attaqué les usines de production nucléaire en Iran, mais c'est avec des systèmes SCADA comme tel. Si vous regardez ce qui s'est passé dernièrement également aussi, donc il y a des systèmes SCADA qui ont été attaqués. Par exemple, le métro de Montréal. Le métro de Montréal fonctionne avec un système SCADA, un système automatisé comme tel. Alors donc, et encore là, ici, j'ai un exemple que je ne vous dirai pas, mais une de nos attaques qu'on a fait, on a attaqué un système SCADA. On a pris le contrôle du système SCADA. Quelque part à la ville, vous ne direz pas où, mais on a pris le contrôle du système. Donc, on avait effectivement le plein contrôle de ce qu'on pouvait faire en termes de plus ou moins clair, etc. Donc, on avait le contrôle, carrément, du système comme tel. Alors donc, c'est un enjeu bien important. Et c'est un enjeu également aussi où on aurait pu carrément faire crasher le système comme tel. Donc, il faut effectivement qu'il y ait un plan de relève comme tel. Donc, au niveau des autres secteurs, pas de plan de relève, responsabilité non définie ou définie de manière arbitraire ou aléatoire.
Pour l'aspect continuité des affaires, donc on parle vraiment ici de continuité des affaires au niveau, par exemple, si l'unité d'affaires n'est plus disponible, par exemple, je ne sais pas moi, l'hôtel de ville n'est pas accessible parce qu'il y a un déversement de pétrole ou un déversement ou un grave problème environnemental, bien, c'est quoi qui se passe? Est-ce qu'il y a des mesures? Est-ce que le maire peut se déplacer, aller dans un centre autre et effectuer son travail au lieu d'être à l'hôtel de ville? Quel document ça lui prend pour se rendre au centre de continuité des affaires? Donc, c'est ce qu'on a fait également comme audit. Et encore là, ici, même principe, on a globalement remarqué qu'il n'y avait aucun plan de continuité des affaires qui est excessivement inquiétant pour la ville et pour les entités comme STM, SHDM, etc. Donc, c'est un enjeu qui était bien, je dirais, bien important, bien troublant. Malheureusement, souvent, nos rapports sont publics. M. Lachance peut même en témoigner. Mais souvent, les journalistes sont paresseux. Donc, ils vont regarder certains éléments qui vont les intéresser. Et voyez-vous, cet élément-là, ici, n'a pas ressorti. Pourtant, c'est une bombe atomique. Donc, si vous dites ça aux citoyens en disant, bien, écoute, la ville et les entités n'ont pas de plan de relève informatique, n'ont pas de plan de continuité des affaires. Donc, s'il arrive un problème avec l'usine d'eau, bien, tu n'as pas d'eau. Et ça peut durer peut-être plusieurs jours même. Mais voyez-vous, ce genre d'éléments-là, je l'ai dit devant les élus, je l'ai dit devant les journalistes, et ça n'a pas sorti. Bon, tant mieux, ça ne sort pas. Donc, on n'est pas là pour avoir une exposition médiatique. Sauf que quand ça ne sort pas, souvent, ça va tomber en deux chaises et les élus vont passer à autre chose. Donc, souvent, notre rôle, c'est d'essayer de renforcer effectivement un message, souvent en conférence de presse ou autre, pour dire, bien, cet enjeu-là, il est bien important. Puis, des fois, on l'expose, on le dit, on le redit souvent, mais ça n'a pas nécessairement été médiatisé comme on l'aurait pensé. Évidemment, moi, je ne suis pas là pour aller à Paul Arcand puis essayer de lui rappeler que c'est important. Donc, j'ai passé mon message, ça n'a pas sorti, bien là, on passe à autre chose. Donc, je dirais mon travail est fait comme vérificateur. On a également aussi travaillé, comme j'ai mentionné, on travaille beaucoup sur les résultats. Donc, on a fait un programme de sécurité physique. La sécurité physique, ce n'est pas nécessairement d'aller voir effectivement la protection. On a dit on va y aller plutôt par des tests d'intrusion physique. On va voir vraiment jusqu'où on peut aller avant de se faire arrêter. Donc, les deux employés sont partis. Ils ont fait des tests dans les usines d'eau. Ils sont achetés des casques blancs, fait passer pour les ouvriers. Et ils ont rentré les usines d'eau. Ils ont rentré dans le métro de Montréal. Ils ont rentré dans plusieurs autres entités que je ne vous dirai pas. Et effectivement, donc, les usines d'eau, métro de Montréal, poste de police, quartier des incendies. Et donc, on essayait de se rendre le plus loin possible sans se faire arrêter. Taux de succès, donc, je ne vais pas dans le détail. Donc, on avait quand même une approche où on avait effectivement averti la haute direction de notre démarche. Taux de succès, d'après vous, combien? 85 %. Donc, dans la plupart des cas, on a réussi à rentrer. On a pris des photos de documents hyper confidentiels. On est ressorti sans se faire avertir, sans se faire arrêter. On n'avait aucune badge. Aucune identification. Les gens nous regardaient et on passait tout droit. Donc, c'est un élément peut-être que vous pourriez, dans vos organisations, considérer. Et je peux vous dire, votre taux de succès, s'il est comme le nôtre qu'on a fait, ça devrait inciter les gens à une plus grande vigilance. Voyez-vous, par exemple, en hôtel de ville de Montréal, on est rentré comme à 8h30 le matin, on est revenu à 8h30 le soir, on est passé, on est rentré. On a fait tous les étages, on a pris des photos, même une photo du DG, photo du maire qui travaillait. On est ressorti, on a pris des photos de certains documents confidentiels, on est rentré dans des bureaux, on a fouillé les classeurs. Évidemment, on était en mode, on avait une autorisation comme telle, du DG comme telle, mais quand même, on a pu réussir à rentrer et à faire une intrusion physique relativement grave. Depuis ce temps, à l'hôtel de ville, ils ont installé des mécanismes de sécurité physique avec des cartes. Donc maintenant, vous ne pouvez plus vous circuler comme vous voulez. Et les gardiens maintenant sont vraiment sensibilisés
à cette problématique. Bon, ça, c'est le moins important ici. Donc, facteur clé de succès pour une audit de sécurité, un élément bien important, ne pas prétendre s'y connaître et faire tout seul. Et l'approche par checklist, pour moi, elle n'est pas bonne. C'est-à-dire, est-ce que vous avez des mots de passe qui sont changés aux 6 mois? Est-ce que vous avez ci, vous avez ça? Les gens vont vous répondre oui, non. Peut-être vous pouvez faire certains tests de sécurité par vous-même, mais l'élément important, est ce qu'on a fait, nous, on s'est adjoint des experts reconnus. Entre autres, on en a un qu'on a engagé, qui travaille avec moi depuis plusieurs années. Maintenant, il est maintenant rendu dans une firme comptable. C'est un des experts mondiaux en sécurité de l'information. Un hacker, mais c'est un vrai hacker, parce qu'il a déjà été hacker pour le vrai. Donc, quand il avait 16 ans, il a hacké l'ambassade de la Russie, donc c'est un vrai hacker. Il a été engagé par la GRC pour développer des programmes de sécurité comme tel. Donc, c'est un vrai hacker. Même principe pour l'aspect relève informatique. On a fait appel à des firmes spécialisées. Parce qu'encore là, ici, on ne peut pas prétendre, même si j'ai des spécialistes en sécurité et en informatique au bureau du vérificateur, j'avais besoin d'avoir une expertise très pointue. Alors donc, c'est un enjeu clé de succès parce qu'il faut être capable de pouvoir, en guillemets, battre l'administrateur du système en tant que tel, qui, lui, travaille à journée longue dans un système pendant toute l'année. Et vous arrivez comme auditeur et vous avez peut-être 2-3 semaines pour faire le travail ou un mois. Vous n'êtes pas nécessairement aussi équipé que cette personne-là qui a déjà un background technique ou une connaissance du fonctionnement. Excusez-moi. Évidemment, on vise les actifs les plus importants de l'organisation. Et effectivement, les rapports d'audit, évidemment, sont des rapports qui sont, en guillemets, clavardés, parce qu'on découvre des faiblesses excessivement importantes dans les systèmes, des faiblesses physiques comme telles. Donc, nous, évidemment, si vous regardez notre rapport du vérificateur, c'est vraiment 2 pages. On indique effectivement qu'on a fait des tests d'intrusion et les conclusions ont été remises, par exemple, à l'entité vérifiée, mais on ne donne aucune mention d'une faiblesse quelconque pour ne pas attirer effectivement des gens de l'externe à pouvoir exploiter les faiblesses comme telles. Bon, ce qu'on a fait également au niveau du vérificateur général, c'est peut-être plus au niveau de la... Parce que quand je suis arrivé en 2009, on était dans une époque, on pourrait dire, des années 70 ou 60, très papier. Donc, on faisait vraiment des extractions de papier, donc on faisait vraiment du travail de papier. Et donc, j'ai effectivement mis en place un programme pour former les gens à utiliser des outils informatisés pour faire du data mining, faire vraiment de l'examen de fichiers pour accélérer, dans le fond, le travail de vérification. D'autres mandats que j'ai réalisés, que j'ai dirigés, dans le fond, durant mon 7 ans. Le premier mandat que j'ai eu, c'est les compteurs d'eau. Les compteurs d'eau de la Ville de Montréal, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2009, c'était le grand scandale. Un contrat qui était de 40 millions, qui a monté à 650 millions. Donc, effectivement, on avait... c'était pas évidemment le Parti au pouvoir qui avait ce problème-là, c'était plus l'opposition qui avait une grande pression pour faire une vérification. Et donc, on m'a accordé un mandat. Je suis arrivé en juin 2009 et mon premier mandat, ça a été de monter une équipe, de projet avec des gens d'ingénierie, des gens en jury comptabilité, des gens je ne dirais pas là, des avocats, donc juridiques, pour pouvoir effectivement monter une équipe, pour pouvoir faire, on pourrait dire, une enquête sur le mandat des compteurs d'eau, qui a débouché effectivement sur l'annulation des compteurs d'eau et la transmission d'informations à la police comme telle. Et vous comprenez ici que j'avais 3 mois pour réaliser le rapport. Je vous dirais que les médias avaient déjà la réponse, parce que ça faisait au moins 2 gens qui travaillaient là-dessus. Donc, la presse, Le Devoir, la Gazette avaient déjà la réponse. Ils savaient déjà qu'il y avait un problème, mais ils voulaient l'entendre du vérificateur général. Alors, vous comprenez que pour un VG, d'arriver avec un rapport qui dit « tout est beau », alors j'aurais été torpillé par les médias. Par contre, d'arriver avec un rapport qui est accablant, mais là, j'ai été torpillé par l'administration.
Alors, voyez-vous, vous avez toujours deux. Quand on a un IVG, on est toujours entre deux chaises, parce qu'on est un organisme qui dépose des rapports qui sont publics. Un autre rapport que j'ai fait, donc au niveau de la téléphonie également, qui a été donné à la police, comme les compteurs d'eau également. Donc, ce qu'on a fait également en 2010, on a démontré un possible partage de territoire entre entrepreneurs. Autrement dit, les entrepreneurs se partagent les territoires. Et ça, on va garder ce partage. On pense, comme par exemple à Verdun, vous avez Catania qui gagne 100% des contrats depuis 10 ans. On se demande, est-ce que ça a de l'allure ou pas d'allure? Donc, ou à Anjou, vous aviez par exemple Weibo, donc de Tony Accurso, qui gagnait 100% des contrats également depuis 4 ou 5 ans. Est-ce que ça a du bon sens, pas du bon sens? Donc, ce qu'on a fait uniquement, c'est dire on est perplexe par rapport à la cartographie de la ville de Montréal. Ce qu'on a également aussi constaté, et ça a été prouvé par l'inspecteur général au niveau du déneigement, c'est une collision probable ou possible dans le domaine du déchet et de la neige. Donc, il y avait un partage de territoire. Donc, un partage de territoire, ça partage au niveau des arrondissements. Autrement dit, l'entrepreneur A prend par exemple Huntsic, l'entrepreneur B prend par exemple le Mont-Royal. Donc, il y a un partage des contrats. Et ça, on l'a démontré de manière probable au niveau du déchet. Mais au niveau du déneigement, ça a été prouvé par l'inspecteur, parce qu'on a pris le dossier et on l'a remis à l'inspecteur général, qui lui a un pouvoir d'enquête et un pouvoir de contraindre. D'autres mandats qu'on a réalisés, parce qu'encore là, ici, la mission du vérificateur est une mission qui est extrêmement large comme telle. On a effectivement regardé l'état des programmes d'infrastructure. Vous comprenez que les cônes oranges qu'on voit ces temps-ci, ce n'est pas du hasard, ça vient vraiment d'un déficit d'entretien qui date de plusieurs années, qui touche les ponts et tunnels de la ville, qui touche les réseaux d'aqueducs. Encore là, ici, c'est un programme qui est relativement important. Quand un aqueduc qui, par exemple, brise, c'est probablement dû à un déficit d'entretien. Réseau routier, je pense que vous n'avez pas nécessairement besoin de vous démontrer qu'on a un problème à Montréal assez important au niveau du réseau routier. Et le dernier point, c'est les tests de qualité en laboratoire, parce qu'effectivement, lorsqu'on engage un entrepreneur pour mettre du matériel sur la rue, par exemple l'asphalte, la ville est obligée, pas obligée, mais doit faire des tests pour s'assurer de la qualité de l'asphalte qui est mis sur la rue comme telle. Mais le laboratoire est confié à l'externe. Et la ville n'a aucun contrôle sur ce qui est fait. Donc, le laboratoire est confié à une firme externe. Et la firme externe, tout ce qu'elle envoie, c'est une facture. Puis elle vous dit, c'est correct. Mais il n'y a aucun contrôle de la ville pour s'assurer effectivement, est-ce que le test en laboratoire a été bien fait? Et si vous regardez le rapport qu'on a fait, effectivement, les tests ne sont pas faits. On n'a pas d'assurance qu'ils sont faits comme tels. Donc, une facture qui arrive, on ne sait pas si les tests ont été faits. Alors donc, ça nous a amené dans ce rapport-là ici à nous poser de sérieuses questions sur la qualité des travaux et la qualité des matériaux qui sont placés sur les rues comme telles. Audit au niveau de la planification des TI comme tel. Donc, on a découvert qu'au niveau des TI de la ville, on a une maturité de 1,5 sur 5, ce qui nous amène vraiment à un problème important ici. Ce sont les contrats. Bixi également a fait un travail vraiment au niveau de la gouvernance comme tel. Commande du métro, certains travaux. Et le dernier point, c'est une anecdote, une petite parenthèse. En 2010, j'ai été espionné. Mes courriels ont été espionnés pendant 10 mois. La raison, on ne la connaît pas. Évidemment, je ne peux pas en parler bien parce que on a une entente hors cours à ce niveau-là. Mais quand vous écrivez un courriel, faites bien attention. Parce que souvent, lorsqu'on écrit un courriel, on l'écrit c'est un à un en termes de courriel. Donc, on écrit un courriel, mais c'est souvent hors contexte. Alors, quelqu'un d'autre va prendre le courriel et va dire « Ah, voici ce qu'il voulait dire ». Mais ce qu'il voulait dire, ce n'est pas nécessairement ce que vous vouliez dire comme tel. Vous faites un shortcut, vous allez prendre un raccourci pour exprimer ce que vous voulez dire dans le courriel.
Et de le prendre hors contexte, ça peut devenir très dangereux comme tel. Alors donc, uniquement un petit message commanditaire. Quand vous écrivez des courriels, faites attention. Si surtout c'est des courriels qui sont corporatifs, pour être certain qu'effectivement, il n'y a pas de malentendu et quelqu'un pourrait prendre ce courriel-là puis le retourner contre vous. Ça ne devrait pas arriver, mais c'est un enjeu qui est quand même intéressant à considérer. Donc, ça termine ma présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions sur la présentation. Si vous voulez avoir le PowerPoint, ne gênez-vous pas. Mon adresse courriel est en bas. Oui, allez-y. Est-ce que vous êtes arrivé, quand vous faites des tests d'intrusion, d'aller tester si les usines d'eau, dont vous parlez, s'il était possible de prendre les commandes de ces usines d'eau à distance? Parce que, je pose la question, parce que les systèmes de gestion de processus industriels, la problématique de sécurité n'est pas tellement au point, ou n'est pas tellement... C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Ouais. Oui. Et en guillemets, on a réussi. J'ai compris que pour que c'est une chance que les recommandations soient réalisées, il faut passer par les médias. Pardon? Ce que j'avais compris, c'est que pour qu'il y ait une chance que la recommandation soit réalisée, il faut passer par les médias. Non, ce n'est pas les médias, c'est plutôt, je vous dirais, pas les médias, c'est plutôt les élus. Les élus doivent être, quand je présente aux élus, les élus doivent effectivement faire de la pression auprès du parti au pouvoir pour dire, tel problème, surtout l'opposition comme tel problème est important, donc qu'est-ce que vous faites avec ce problème-là ici? Je vous dirais que les médias sont là parce qu'ils sont très, très près des élus comme tels. Donc, si par exemple un élu voit qu'il y a un scandale, il va en parler aux médias. Les médias vont sortir ça dans les journaux et ça va exercer une pression additionnelle à l'administration pour corriger le problème comme tel. Mais ce n'est pas moi qui parle directement aux médias. Mais les médias exercent une influence importante pour corriger le problème. Autrement dit, si mon rapport passe, on ne le voit pas du tout dans les médias, ça veut dire que le rapport n'est pas important. Et donc, ce n'est pas important, c'est que l'administration le considère pas important et donc vont retarder la mise en place de recommandations. Dans ce sens-là que je parle des médias comme tel. Donc, les médias exercent effectivement un pouvoir important pour, effectivement, faire corriger les choses, mais par le biais des élus. Absolument pas. Notre plan de vérification au bureau du secrétaire est confidentiel et secret. Personne ne le connaît. Et c'est un élément bien important, puisque c'est un rapport qui est public. Ce qu'on ne veut surtout pas, c'est de présenter au début de l'année notre plan de vérification à l'ensemble de la ville et qu'eux prennent des mesures de correction. Et là, ce qu'on arrive, est tout corrigé. Autrement dit, on ne veut pas ça. Sinon, notre plus-value ne vaut rien. Donc, il faut vraiment arriver dans une situation où, effectivement, il y a des problèmes. Parce que si, effectivement, on dit aux gens, mais corriger les problèmes avant qu'on arrive, ben là, c'est pas faire pour les autres unités où on va rentrer par surprise ou autrement comme tel. Oui, tout à fait. Conseil municipal en premier et après au médium. Bien, chaque année, on fait le suivi de nos recommandations. On dit, par exemple, on a mis l'année passée 100 recommandations. Il y en a 75 qui ont été réglées, 25 qui n'ont pas été réglées, puis on indique lesquelles. On fait de la pression, autrement dit, pour qu'elles soient toutes réglées comme ça. Bon, on a le même principe que pour la chance au provincial, c'est qu'on ne priorise pas les recommandations. On y va plus par le plan d'action comme tel. Évidemment, si la recommandation elle est reliée à une faiblesse qui est critique, normalement, le plan d'action devrait avoir une date de correction très, très rapide.
suggestions de comment ils devraient faire? Non, c'est plutôt eux nous donnent un plan d'action. Et donc, nous, on regarde la date de commitment, où ils se commettent, quand ils se commettent. Donc, par exemple, c'est une recommandation qui est critique, on ne dira pas dans 2 ans, on va la corriger. Donc, on va challenger, on pourrait dire, la date comme telle. Et pour nous, la date devient un peu la priorité. Donc, on ne priorise pas, mais on regarde la date. Donc, si c'est prioritaire, bien, ça devrait être à court terme. Si c'est non prioritaire, à moyen terme. Mais c'est eux qui vont décider, mais nous, on va challenger. On va dire, bien, je ne pense pas que c'est la bonne date comme telle. Je vous remercie beaucoup. Merci.